Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Abaya, BAC, ZFE. Macron en effaceur de son propre bilan. Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui, vous êtes nombreux et merci à tous. Merci à Laurent Houtan, Vite Frexit, VTT Pollux, JP Poignant, User 5PG, Claire Dumay, Jean-Luc Lay, Christiane, Claudine Warin. Merci du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés évidemment, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Alors nous sommes le 28 août, quelques jours après le 25, et on voit arriver des vols de trolls. Il va falloir être très vigilant. L'été, c'était la carte Météo France que je vous montrais pour commencer ces entretiens. On arrive en automne et oui, je dis bien en automne, puisque dans les Hautes-Pyrénées, le pic du Midi est recouvert de neige. Il a été recouvert de neige quelques jours après un record de chaleur. J'ai bien l'impression qu'il va falloir sonner l'alerte rouge, l'alerte canicule. Alors quand on veut en savoir un peu plus sur la canicule entre guillemets qui a frappé la France dans la deuxième quinzaine d'août, eh bien on peut aller voir sur Météo France. Ce qui est curieux dans ce type d'article, c'est qu'ils se contredisent d'un paragraphe à l'autre. Le titre est bien évidemment orienté. De tels épisodes sont-ils liés au changement climatique d'origine humaine ? Ils ne disent pas d'origine naturelle, bien d'origine humaine. Et ils y vont, et ils déroulent le narratif. Cet épisode de chaleur tardive s'inscrit dans la logique du réchauffement climatique qui implique que de tels épisodes pourraient s'avérer plus fréquents ou tardifs durant la saison estivale. Le réchauffement climatique joue un rôle amplificateur et favorise une extension des vagues de chaleur au-delà de la saison estivale. Les 6 précédents épisodes de chaleur tardive ont eu lieu au cours du XXIe siècle, alors que pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, aucune vague de chaleur aussi tardive n'a été recensée à l'échelle nationale. Il y a d'ailleurs une raison, c'est que dans les années 50, il y avait eu un refroidissement. Certains se souviennent peut-être de l'appel de l'abbé Pierre, tellement les températures étaient descendues. On se rappelle en effet que les climatologues, les météorologues, avait prédit que dans les années 80, nous subirions un mini-âge glaciaire. C'est pas véritablement le cas. Leurs prédictions sont tombées à l'eau. Alors attention à ces prédictions. Quantifier précisément l'impact du changement climatique sur cet épisode de chaleur demande une étude d'attribution après la fin de l'événement. Elle n'a pas été encore faite. Par contre, ça ne les empêche pas d'utiliser celle de l'année dernière. Les études d'attribution portant sur les vagues de chaleur observées en 2022 ont démontré une contribution des activités anthropiques, donc de l'homme, sur l'intensité de ces vagues. J'ai juste un petit souci avec une contribution des activités humaines, c'est que nous ne savons pas de quel ordre. Est-ce que c'est marginal? Est-ce que c'est important? Parce que les scientifiques qui ont différents modèles sont incapables de le dire. Donc ils affirment des choses qu'ils ne peuvent pas véritablement justifier. Et puis, lorsqu'on est un climatologue et qu'on ne parle pas du phénomène El Niño, j'ai l'impression qu'on se moque de nous. Et puis, il y a un grave problème sur ces fameuses prédictions météorologiques, sur ces modèles mathématiques qui nous prédisent le pire. C'est qu'à partir de ces modèles, eh bien, les hommes politiques prennent des décisions qui sont catastrophiques. Ne reste plus que 5 zones à faible émission effective. Il faut désormais faire le distinguo entre les territoires ZFE effectifs et les territoires ZFE de vigilance. Vous avez une très belle illustration de la politique macroniste. Des effets d'annonce, toutes les villes de plus de 150 000 habitants deviendront donc zones à faible émission, sans véritablement concerter les populations concernées, sans véritablement réfléchir aux conséquences de ces ZFE. Les citoyens, les associations se réunissent, font des petits calculs et on s'aperçoit que c'est près de 13 millions d'automobilistes qui ne pourront plus rentrer dans les centres-villes. Les commerçants s'inquiètent, les constructeurs automobiles également, puisque les Français ne peuvent pas changer plus de 13 millions de véhicules en un clin d'œil.
le gouvernement est obligé de reculer parce qu'il s'aperçoit que ces ZFE entraîneraient un apartheid social et certainement une destruction du tissu des petits commerçants de centre-ville. Ils annoncent des choses et après ils sont obligés d'effacer puisque maintenant il n'y a plus que 5 villes et 5 villes de bobos, Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen, qui sont bien en zone à faible émission. Une très belle illustration de la politique macroniste. Et quand les écologistes eux-mêmes essaient de réfléchir à comment baisser son empreinte carbone, on se retrouve dans des situations presque ubuesques. France Inter fait la promo d'ateliers visant à baisser son empreinte carbone. Laure, qui y participe, est très embêtée, car elle doit diviser son empreinte par 2 malgré ses efforts. Je suis végétarienne, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de voiture. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je trouve que Laure ne fait pas beaucoup d'efforts. Nos ancêtres en faisaient, eux, je pense à la guerre du feu, par exemple. Ils vivaient dehors l'été comme l'hiver. Ils se revêtaient de peaux de bête et mangeaient de la viande. Ah, zut, ça c'est pas écologique. Les peaux de bête et manger de la viande. Non, Laure, il faut que vous soyez toute nue et que vous broutiez de l'herbe comme un mouton. Voilà, c'est le projet, le zéro émission. Lorsqu'on a dénoncé ces projets complètement déments, on a été qualifié de complotiste. Pourquoi? Parce qu'on a présenté leur projet ambitieux. Oui, leur projet ambitieux, c'est de la pure folie. Cela risque de nous renvoyer à des âges très obscurs. Et en plus, il y a un coût de cette transition écologiste. Regardez ce que nous dit Fabien Bouglet. Vous voulez comprendre pourquoi vos factures électriques explosent? Éoliennes allemandes et panneaux solaires chinois obligent à une modification coûteuse du réseau électrique. Cela avait été annoncé il y a 3 ans déjà. Oui, une facture de 100 milliards. Et à ces dépenses, il faut ajouter les 200 milliards qui ont déjà été consacrés à la transition écologique. Vous imaginez le nombre de centrales nucléaires qu'on aurait pu déjà construire et votre facture d'électricité aurait déjà baissé. Alors quand vous ajoutez la transition écologique plus le marché européen de l'électricité, eh bien vous avez une explosion de votre facture d'électricité. Vous payez le prix des erreurs d'Emmanuel Macron. Et comme les chefs d'entreprise sont en train de hurler, Emmanuel Macron essaie d'effacer toutes ces bêtises et il a promis enfin de construire de nouvelles centrales nucléaires. Car le résultat de l'éolien, nous l'avons en Allemagne. C'est pas compliqué. Eux, ils ont véritablement investi dans l'éolien. L'Allemagne pollue l'Europe. L'Allemagne est le plus gros consommateur de charbon en Europe, d'après Eurostat. Couplées aux éoliennes, les centrales au charbon allemandes diffusent des particules fines mortelles. Vous constatez que la France a une faible empreinte carbone alors que c'est un des pays les plus peuplés. Non, les 2 pays pollueurs s'appellent bien la Pologne et l'Allemagne. Et pourtant, les hommes politiques français vous demandent de payer à leur place. C'est un véritable scandale. Mais il y en a d'autres scandales. Comment se fait-il que l'Allemagne ait pu placer ses lobbies éoliens dans nos ministères? Ils y avaient leur ronde serviette. Je ne sais pas si vous vous souvenez du numéro que j'avais fait à ce sujet, mais il y a de forts soupçons de corruption. Et puis l'Allemagne a toujours eu en ligne de mire notre fleuron national EDF. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le PDG, l'ancien PDG d'EDF, Henri Proglio. La destruction d'EDF est un drame absolu. Ce drame a été structuré, voulu et obtenu. Qui sont les responsables? Eh bien, vous les connaissez, ce sont tous les hommes politiques français qui se sont succédés depuis Lionel Jospin. Oui, ils ont voulu abattre au nom de l'Europe notre fleuron national EDF. Et cette catastrophe, vous la découvrez, vous le savez, à chaque fois que vous devez payer une facture d'électricité. Il n'y a pas que l'électricité qui est hors de prix, il y a également le plein d'essence, des prix à la pompe très élevés. Pourquoi le plein d'essence coûte nettement plus cher en ce moment? Eh bien, nous sommes toujours dans un passage d'effacement de la politique précédente. L'année dernière, Emmanuel Macron vous donnait une prime. En tout cas, il y avait des ristournes sur le plein d'essence parce que le prix était à peu près similaire. Cette année, les caisses sont vides, ils sont obligés d'augmenter les impôts, ils sont obligés de payer les ristournes des années précédentes. Et l'essence risque encore d'augmenter puisque les situations
En tout cas, la situation internationale n'est pas favorable à une baisse au prix de la pompe et vous connaissez également les taxes sur l'essence. C'est une telle catastrophe que de nombreux éditorialistes qui pourtant avaient léché les pantoufles d'Emmanuel Macron pendant 6 ans sont en train de retrouver un peu d'indépendance, on va dire. Jacques Julliard, notre politique étrangère, un vide aussi sidéral que sidérant. Dans ces entretiens, nous avons suivi les déplacements d'Emmanuel Macron et nous avons montré qu'Emmanuel Macron avait 2 points forts à l'étranger. Se ridiculiser et humilier l'image de la France à l'étranger. Parce que son bilan, en effet, est désastreux à tel point d'ailleurs qu'on se rappelle que dans son dernier voyage en Chine, l'Europe a eu tellement peur d'Emmanuel Macron qu'il a fait en sorte qu'il soit cornaqué par Ursula von der Leyen. Tout un signe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, dans sa volonté de détruire la puissance française, a fait en sorte de détruire le corps diplomatique, c'est-à-dire l'expertise diplomatique française. Ça lui permet de nommer tous les macronistes en fin de vie à des postes prestigieux. Autre point où Emmanuel Macron a eu un effet de nuisance, c'est sur l'immobilier. L'immobilier s'effondre au niveau des prix, mais en même temps, les Français n'arrivent pas à se loger puisque les taux d'intérêt remontent. Et ce sont nos pauvres étudiants qui, à la rentrée, ne trouvent pas de logement. Pénurie de logements étudiants en Ile-de-France. On nous demande des solutions d'urgence que nous n'avons pas. Flambée des prix des loyers, location de plus en plus sélective. Les obstacles s'accumulent pour les étudiants qui cherchent un toit cette année. Avec la chute de l'offre, la rentrée 2023 s'annonce plus difficile que jamais en Ile-de-France et dans la France entière, il ne faut pas l'oublier. Ce gouvernement doit faire face donc aux conséquences de ses propres réformes. Tout est catastrophique. Il faut tout effacer en urgence, revenir en arrière, battre en retraite, comme par exemple l'organisation du baccalauréat. Bac en 2024, les épreuves de spécialité se tiendront en juin au lieu de mars. En 2023, ces 2 examens avaient eu lieu au début du printemps, ce qui avait provoqué un relâchement et un absentéisme préoccupant chez certains élèves de terminale. C'est pourtant ce qui avait prédit une grande partie des professeurs patriotes. On les avait traités de complotistes, mais non, c'est révolutionnaire, c'est ce qu'il faut faire. Mais en mars, avec les spécialités, les élèves avaient le bac déjà dans leur poche. Ils n'avaient plus besoin de travailler et d'aller présenter les épreuves en juin. C'est QFD. Bravo les génies de l'éducation nationale. Alors pour masquer tout cela, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, prend une mesure évidemment à laquelle nous sommes favorables. Gabriel Attal annonce l'interdiction des abayas à l'école. Il y a quelques jours, une note des services de l'État avait dévoilé une hausse préoccupante des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Seulement, quand on interroge les lecteurs du Figaro, faites-vous confiance à Gabriel Attal pour remettre de l'autorité à l'école? C'est non à plus de 53%. Comment peut-on avoir confiance en Gabriel Attal, un ministre d'Emmanuel Macron? Vous savez que ce gouvernement a soutenu le communautarisme, il l'a développé, il l'a même érigé en modèle. Et aujourd'hui, ils veulent effacer 6 ans de politique par cette interdiction de l'abaya. Est-ce qu'à votre avis, cela va suffire? Certainement pas. Sur les réseaux sociaux, c'est la grande bagarre entre ceux qui sont pour et contre l'abaya. Et moi, l'abaya, je dois reconnaître que je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, je suis allé voir sur Google et en cliquant sur mon Google Images, voilà, je suis tombé là-dessus. Oui, c'est un vêtement, donc, communautariste. Oui, c'est le vêtement qui est présenté par les fanatiques. Comment se fait-il, dans ces conditions, que la gauche, qui était si laïque, arrive à défendre ce vêtement? La police du vêtement, l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires critiqués à gauche. Ces leaders de la France insoumise sont fascinants. Ils sont d'une ignorance crasse. Ils oublient leur lutte, leur combat, leur histoire. Eux qui nous expliquaient que la religion était l'opium du peuple, eux qui expliquaient que la religion était une aliénation, ils viennent aujourd'hui défendre
la stratégie des fanatiques. Il devrait d'ailleurs suivre un petit peu les cours de l'autre côté de la Méditerranée. Il saurait par exemple que le vêtement est un moyen de conquête de l'espace public pour imposer des lois religieuses strictes. Il y a quelque chose de désespérant dans leurs tweets. Et c'est pas Mathilde Panot qui va me contredire. On a des nouvelles du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Ciotti, son obsession, les musulmans, plus précisément les musulmanes, pour ne pas changer. Philippe Murer répond vertement, la gauche autrefois laïque, et pour les tenues religieuses à l'école, abaya, camis. Toute personne s'opposant à l'islamisme dans la vie de tous les jours se verra accusée de racisme. C'est la gauche des imams. Mais ne vous inquiétez pas, les leaders de la France insoumise sont encore capables de nous surprendre. Pas seulement par leur traîtrise vis-à-vis de leur propre histoire, non, par le choix de la tête de liste aux élections européennes. Vous savez de qui il s'agit? Roulement de tambour. Allez, vous ne rêvez pas, la France insoumise a choisi Ségolène Royal, une cacique du Parti socialiste. À l'époque, il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon nous expliquait que le Parti socialiste, plus jamais ça, qu'ils étaient des traîtres à la cause du peuple français, et ils choisissent Ségolène Royal. Énorme. Mais dans cette nouvelle, il y a quelque chose d'intéressant. À gauche, ils essaient de dynamiter les macronistes avec Ségolène Royal, c'est-à-dire de récupérer l'électorat macroniste de gauche, et Darmanin essaie de dynamiter les macronistes en essayant d'attirer les électeurs UMP LR. Nouvelle sortie méprisante signée du Sarkozy de Wish. Ils sont trop intelligents, trop subtils, comme disait l'autre, et vous êtes trop médiocres pour eux. Qu'est-ce qu'il a dit, Gérald Darmanin? Nous avons un bon bilan. Alors ça, il fallait oser. Pour les classes populaires et moyennes, nous venons de le voir dans cette vidéo, même s'il n'est pas toujours compris. Ça, j'avoue qu'il nous déstabilise, le Gérald, pour annoncer ce genre de choses. Il suffit d'allumer la télé et on le voit, le bilan de Gérald Darmanin, notamment à Nîmes. Il en a fait sa vitrine puisqu'il veut montrer que l'État est là. Et en quelques jours, nous avons eu une succession de drames. Hier seulement, un adolescent blessé à l'arme blanche près du centre-ville à 19 h. Il a été poignardé à la gorge et laissé pour mort en pleine rue. Cette nuit, tir à la Kalachnikov par deux individus en scooter. Un homme de 26 ans blessé. Voilà le bilan de Gérald Darmanin. C'est vrai que c'est un grand incompris, ce Gérald Darmanin. Maintenant, on peut peut-être faire un bilan de son attitude politique. Il essaie, Gérald Darmanin, de dynamiter la Macronie en récupérant l'électorat de droite. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron a envoyé Gabriel Attal lui couper l'herbe sous les pieds en proposant cette loi sur l'abaya. Ils sont en train de s'entre-dévorer. Et Mélenchon, en mettant Ségolène Royal en tête de liste aux européennes, essaie de récupérer l'électorat socialiste qui vote Emmanuel Macron. Eh bien, cela promet du sport. Allez, on va changer de domaine. Nous allons à l'international et notamment LCU avec son chroniqueur favori, le colonel Goya. Alors le colonel Goya, j'avoue qu'il a dépassé mes espérances. Si les Ukrainiens tiraient 3 fois plus d'obus, ils auraient sans doute déjà gagné la bataille. Là, vous devez reconnaître que le colonel Goya a dépassé quelque chose. Un raisonnement, mais d'une beauté, d'une grandeur. Si ma tante en avait, ce serait mon « vous connaissez la suite ». Mais comment peut-on dire ce type d'ineptie ? Les Allemands et les Autrichiens sont en train de revoir leur logiciel. Oui, ils font de l'autocritique. Le colonel Markus Ressner de l'école de guerre autrichienne estime que l'Allemagne et les alliés de Kiev ont été victimes de leur propre propagande. Qu'en pensez-vous, colonel Goya? De fait, il n'y a rien de pire que s'auto-intoxiquer tout en prestant ainsi le flanc à l'intoxication. Est-ce qu'il est possible d'entendre une telle autocritique de la part des chroniqueurs de LCU, voire sous la plume du colonel Goya? Eh bien, j'y crois, pour une raison simple, c'est que le narratif est en train de changer. Dans la presse américaine, on annonce déjà la défaite de Kiev. Et même, on n'hésite pas à dire que les Européens seront face à la défaite de Zelensky.
C'est peut-être pour cette raison que les Allemands sont en train vraiment de tourner kazakh. Voyez ce que j'ai trouvé dans le journal du Figaro. Sabotage de Nord Stream, Kiev au cœur des soupçons. Les enquêteurs allemands ont déterminé avec une quasi-certitude, la participation du voilier Andromeda, aujourd'hui en cale sèche sur l'île de Rügen, aux attentats à l'explosif commis contre 3 tubes du gazoduc Nord Stream le 6 septembre 2022. Et ce voilier, bien sûr, était équipé par Kiev. Qu'est-ce que cela signifie? Que Kiev a attaqué des intérêts vitaux allemands et de la France, puisque le gazoduc était en collaboration avec l'Allemagne et la France. Si on en croit l'article 5 de l'OTAN, il devrait y avoir une réponse. Vous comprenez ce qui est en train de se jouer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce numéro. N'hésitez pas à le soutenir. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bye.